Quand j'ai parti mon planteur, notre nouveau planteur à maïs, ça marche pas. Un autre petit bout, ça marche pas. Là, t'as mon père à côté. Lui, son virant, il marchait. Il partait, puis ça marchait. As-tu besoin d'aide? Non, non, laisse-moi tranquille. Puis c'est jamais le champ à côté de la maison. Puis là, tu commences sur le bord du chemin. Fait que c'était déjà arrivé, nous autres, en partant le maïs. Puis on avait semé une population de soya dans notre maïs. Fait on avait 140 000 de population dans le maïs. Fait que là, il y a un tas de fouettes qui était sur le bord du chemin. Il y en a, qu'est-ce qu'ils font? Ils partent à l'autre bout de la terre, comme ça. Là, tes erreurs sont là. Ouais. Mais c'est quand t'as pas d'orgueil. Moi, il y avait des arbres au moins. Fait que... Présentement, de retour au studio Romarin, voici Fondrant. Fondrant remercie ses commanditaires. La Récolte des Cantons, un marché où on peut faire une épicerie complète, 7 jours sur 7, au 603 route 139 Bromont, ainsi que Construction des Landes, qui réalise des projets agricoles, commerciaux et résidentiels. Pour un projet clé en main, livré à la date demandée, ça vous prend Construction des Landes. Fondrant est disponible sur YouTube en vidéo ou sur Spotify et Balado Québec pour l'écouter assis tranquillement dans ta voiture ou ton tracteur. Bonne écoute! Salut les gars! Salut! Salut! Ça va bien? Ben oui, toi? Yes, ça va bien, merci. Enfin. Martin est pas là. Non, on est revenu dans notre studio. Ouais. Je dis ça comme ça fait 10 ans qu'on fait ça, là, mais... Au moins 1 an et demi qu'on tourne ici. Aujourd'hui, c'est spécial. Il manque un des gars. Ben, Denis est là. Ah oui, c'est vrai, c'est remplacé à Martin, ça. Ouais. Il parle autant, puis... non, Martin, ben, il est là. Il est en train de semer, parce qu'on est le 16 avril aujourd'hui, mais il fait beau. Il fait beau, il fait chaud. Ouais, faut en profiter. C'est écœurant. Ouais, c'est ça, on le prend d'avance, ce podcast-là, cet épisode-là, parce que il va sortir début mai, mais nous autres, début mai, on est dans les champs, là. Fait que, on se prend un peu d'avance. Ouais. C'est ça. Fait que Martin, ben lui, il se prend encore plus d'avance. Il est déjà en train de semer du blé, fait qu'il pouvait pas être là aujourd'hui. Fait qu'il est avec nous, là, en tracteur, puis dans... Il se cache avec le pommeau. Il se cache avec... Fait qu'aujourd'hui, aussi, on va recevoir un invité qui est un expert dans le domaine des graines. Ça va être super intéressant, c'est sûr, là. Il est vraiment smart comme gars, là. Fait que, fait que... La bière du jour, Dan? Oui, ben on y va avec de la bière de la microbrasserie Wick Station à Warwick. Ils viennent d'ouvrir leur terrasse, fait qu'on peut aller en déguster sur place aussi. Ils ont un petit menu. Ils font souvent aussi des soirées spectacles organisées d'avance, fait que faut que tu achètes des billets pour checker ça. OK. Aujourd'hui, c'est 2 New England IPA différentes, mais très bonnes les deux. C'est une belle journée pour boire ce type de bière-là. Ouais. Rafraîchissant. Ah oui, il fait super beau là, aujourd'hui. C'est plate parce que là, en tout cas, le mauvais temps, il s'en vient un peu dans les prochaines semaines. Ça va se taler les champs, là, mais ça va être plus frais, mais c'est ça. Aujourd'hui, il fait super beau, il fait chaud dans le studio et tout. Oui. Fait que passé une belle fin de semaine, les gars? Ben oui, toi. Yes. Qu'est-ce que vous avez fait de bon? Ben, qu'est-ce qu'on a fait, c'est vrai? On est allé voir Martin Dufort. On est allé dans la grande ville. C'était le fun parce qu'il était proche de nous autres, puis il s'est donné au fond comme s'il y avait. Comme s'il y avait 5 000 personnes. Il a dit qu'il jouerait comme dans un centre rebelle, il a joué comme dans un centre rebelle. Ah, puis on l'a vu avec ses instrumentistes, je sais pas c'est quoi. C'est musicien. C'est instrumentiste. Ouais, en grande ville, hein. En grande ville, il change des grands mots, mais ça n'a pas sorti. Ouais. Mais c'est ça. Je pense que ça faisait un bout qu'il disait qu'il n'avait pas joué avec ses musiciens, il était content de les retrouver. Puis super bon, les autres et tout, là. On en a parlé le dernier épisode, il y a un article qui est sorti qui disait que 40% des producteurs présents dans les 10 prochaines années, ils vont sûrement prendre leur retraite puis qu'il n'y a peut-être pas de relève. Il y en a eu un autre article aussi qui est sorti récemment. Là. Ouais, dans le fond, c'est la Terre de chez nous qui a publié un sondage qui a été fait par l'UPA autour de 3600 producteurs. Puis il y a 11% des producteurs qui pensent mettre la clé dans la porte dans les prochains mois à cause de la hausse des taux d'intrants, la hausse des intérêts, la hausse du prix du fioul. Il y a tout ça le manque de main-d'œuvre qui a changé. Le prix du fioul au-dessus de 60% d'augmentation, le prix des intrants au-dessus de 50% aussi. Là, fait que c'est tout ça qui fait que ça rend la tâche la plus difficile pour les nouvelles entreprises qui essaient de se débrouiller en agriculture. Puis même les nouvelles, mais des fois aussi les vieilles qui ont fait des investissements dans les dernières années, puis que là, il y a eu toutes ces hausses-là, puis qu'ils n'étaient pas préparés à ces hausses-là. Là, tu le calcules pas, ça, que bon, il va y avoir une guerre en Ukraine, puis que toute l'inflation aussi, puis tout, là.
Non, c'est dommage d'entendre, de lire des articles comme ça. Ouais. Qu'on voit que. Puis en plus, c'est un sondage, fait que c'est vraiment carrément les producteurs qui disent qu'ils sont en difficulté financière. Faut en prendre en compte parce que c'est ça, en plus du dernier article qu'on a lu du 40% qui vont sûrement qui n'ont pas de relève. Là, tu rajoutes ça aussi. Il faut prendre en compte que l'agriculture, c'est pas juste le producteur, il y a un secteur économique très large là-dedans. Tu sais, t'en fais partie. Ta job, c'est parce qu'il y a un agriculteur d'un rang. Pas besoin de mourir. C'est ça. Puis tu sais, ça inclut, tu sais, t'as l'agriculteur, t'as tout ce qui vient avant, les semences, les fertilisants, la phytoprotection, tout ça. Tout ce qui vient après, le yogourt, les épiceries, les transformations, tout ça. Fait que tout. C'est ça. C'est bien plus alarmant qu'on pense là, de perdre des. Mais là, le 11% qui vont fermer, c'est plate parce que c'est des beaux projets qui ferment, mais les plus gros vont juste acheter puis. Ouais, j'ai entendu des chroniqueurs à radio qui ont dit ah ben tant mieux, ça va donner de la place aux petits maraîchers de se décoller. Mais ils sont dans le même bateau, les petits maraîchers. Là, les gars ont pas mal plus de pouvoir d'achat aussi que les petits maraîchers. C'est exactement ça. C'est ceux que les terres ils ont de la valeur en arrière qu'ils vont pouvoir racheter là, les plus petites entreprises. C'est plate qu'on s'en aille vers là. Fait que... On est-tu prêt à recevoir notre invité? Je pense que oui. Let's go! Aujourd'hui au podcast, on reçoit un spécialiste des graines, autant les petites, les rondes, les plates. Il est directeur de compte pour le Québec chez Winfield United Canada. Voici Alexandre Provost. Bonjour messieurs. Hey, bonjour. Ça va bien? Oui, merci de me recevoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Puis... Je peux. Oui. C'est pour toi. Avant qu'elle devienne chaude. Il fait assez chaud aujourd'hui. Oui. Avant de commencer, la grosseur de la graine, c'est important? Ça dépend de quoi. De la semence, je parle. Non, je sais, mais encore là, ça dépend de ce que tu veux faire. Si on y va dans le maïs, on va préférer un grain rond. Généralement, ils vont avoir mis un grain rond. Puis ils vont l'espérer avoir un plus petit grain parce qu'il va germer plus rapidement. Fait que, tu sais, des fois, on parle de la grosseur de la graine, là, mais c'est ça. Tu vas un petit grain rond, il va germer plus rapidement, mais à l'inverse, plus que ta graine elle va être petite, ou en grosseur, je parle, là. Ouais. Ben là, ça veut dire que tu as moins d'énergie dans ta graine. Fait que si elle est dans le sol plus longtemps, ben elle va manquer d'énergie. Fait que là, ben, à un moment donné, elle peut crever dans un bon français. Fait que oui, ça a de l'importance. Ça a de l'importance. Bonne question, allez. Bon, c'est une bonne question de graine, ça, en partant. Ouais, ça nous met à l'aise. Ben, j'aimerais ça que tu te présentes pour les auditeurs, pour commencer. Ben oui. Dans le fond, moi, comme vous l'avez dit, mon nom c'est Alexandre Provost. Je suis directeur de compte pour Winfield United Canada depuis novembre 2016. Avant ça, j'étais représentant de 2004 à 2016 à peu près pour le réseau AgroCentre. C'est là, dans le fond, que j'ai fait mes classes puis que j'ai commencé près d'un milieu. Fait que c'était un peu ça mon parcours. J'ai étudié aussi à l'ITA Saint-Hyacinthe en production animale. T'avais-tu comme objectif d'être en production animale dans le futur? Ben, le but de l'ALTA, c'était de me trouver une fille avec du quota. Ben oui, et voilà. Là, ouais, du quota de poulet ou de lait. T'étais en recherche, toi? Exactement. Mais ça n'a jamais donné. Ah, il y en a qui c'est le même. Tu sais, il y en a des belles histoires, mais non, c'était pas ça. OK. C'est bon. C'est bon. Ben, on va commencer tout de suite avec la première question. Aujourd'hui, pour un 16 avril qui fait super beau, qui annonce 30 degrés, on va tout de suite commencer avec une question. Comme aujourd'hui, c'est quoi les temps optimaux pour des semis? Ben, si on parle de céréales, c'est pas mal le meilleur timing à ce moment-là. Okay. Fait que justement, Martin qui est pas avec nous, là, votre collègue Martin qui est au téléphone, ben lui, il fait la bonne chose aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est céréales, les conditions sont belles, j'imagine, pour lui. Fait que c'est le timing. Si on va dans le maïs, c'est un peu la même chose que ceux qui fait quand même un peu trop froid avec la semaine qui s'en vient la semaine prochaine. Tu sais, d'ordinaire. Généralement, ce que je recommande, c'est toujours vérifier une journée après qu'est-ce qu'il va y avoir comme température. Si les températures chutent, il y a de l'eau qui s'en vient, de l'eau froide, on est aussi bien de rien faire. Reste une journée plus tranquille. Il reste à la machinerie, on se met prête, on va déjeuner, on fait ce qu'on a à faire. Parce que le premier 24 à 48 heures que ta graine va boire de l'eau, ben, elle va prendre, généralement, elle va aller chercher 25 à 30% de son poids en eau. Fait que ça peut lui faire un choc thermique. Fait que là, ben, ça l'hypothèque pour la suite des choses. Fait qu'elle peut avoir un problème de germination. Après ça, elle va être plus fragile aux maladies du sol qui vont arriver. Fait qu'on est aussi bien d'attendre, d'être sûr qu'on ait des températures de sol idéales, c'est-à-dire le sol plus que 10 degrés. À peu près à 10 heures le matin environ, tu prends ton thermomètre, tu plantes ça à 2 pouces du sol parce que c'est là que tu sèmes. Particulièrement dans le maïs, tu t'en vas à 2 pouces, tu checkes ça autour de 10 heures le matin,
Si ton autour de 10 degrés, ben, t'es prêt à y aller, là. Et toi, tu recommandes, même si, mettons, comme aujourd'hui, il fait 30 degrés dehors, les conditions sont parfaites, tu recommandes de quand même regarder pour demain qu'est-ce qu'il y a. Ben, honnêtement, le plus bel exemple, c'est comme tu dis, c'est ça. Aujourd'hui, il fait super beau. Hier, il a fait super beau. Puis demain, on s'enligne avec une température quand même correcte, avec quand même. Mais il annonce beaucoup d'eau. Puis les 3 autres journées d'après, encore beaucoup d'eau. Et des températures plus froides. Fait que c'est là qu'on va avoir notre choc thermique que j'appelle que là, la graine, elle va boire de l'eau. Mais là, tout ce ça sera pas capable de le prendre. Fait qu'à un moment donné, ben, ça va faire, comme je disais, que ça peut avorter l'émission de la germination. Ça doit pas être facile de recommander ça à un producteur qui voit du beau temps puis que... Ah ben ça, c'est le défi de tous les jours. Pour vrai, c'est le défi d'un représentant. Si on veut tout le faire, on veut tout le temps avoir l'optimal de ce qu'on va aller chercher. Parce que tout le temps, on a juste une chance par année de semer en bon français. One shot deal. C'est un one shot deal. Fait que, mais c'est là, encore une fois, l'importance d'être sûr que tu vas le faire dans des belles conditions. Parce que là, si tu le fais parce que tu penses que tu vas aller chercher un meilleur rendement, mais qu'en bout de ligne, hypothèque, ben, un ressemis, tu vas te remettre ça quand après ça, là, tu sais. Ouais. Fait que, non, c'est un peu ça. Intéressant. Ouais, des fois, tu sauves du temps à semer plus vite, mais tu sauves pas de temps parce qu'il va falloir que tu ressemes une deuxième fois. C'est ça, tu sais. Quand tu fais de quoi, comme Alex l'a dit, Alex Brodeur vient de le dire, t'es aussi bien de prendre ton temps et d'être sûr. C'est le même principe que les gars qui changent leur planteur puis ont rendu avec des gros planteurs 16 rangs. Ouais. Puis, ils sont aussi pressés que quand il y avait un 8. Le planteur est plus pesant, tout est plus pesant, il rentre à la même vitesse dans le champ. Mais des fois, d'attendre une journée et demie, 2 jours de plus, être sûr que ton terrain est encore plus prêt, tu leur gagnes pareil en efficacité. Ouais. Là. Mais c'est un peu ça qu'on voit aussi. Là, on va le voir des producteurs là, qui ont changé de la machinerie puis ils commencent à avoir plus de compaction parce que le planteur est plus pesant. Fait que quand il passe entre les rangs, tu vois, il y a des effets des fois qui peuvent se créer avec le temps. Là. Parce qu'ils vont semer dans du trop frais, mettons. Oui, tu sais, il n'y a pas de temps de fenêtre que ça aussi pour aller semer. Fait que tu veux tout le temps cibler le meilleur temps. Parce que tu sais pas, tu sais. Je l'ai entendu souvent, que t'aies 2000 acres ou 500 acres, on a 10 jours habituellement. C'est la fenêtre de 10 jours, les semences. C'est vrai ça. Fait que t'es équipé en conséquence, mais comme tu dis, si tu forces trop, puis que là, tu peux avoir d'autres conséquences. C'est tout oui. Les conséquences, ça le ferait, ben, tu vas avoir du lissage. Après ça a plein d'autres impacts, là. Ouais. Puis tu peux te nuire à long terme aussi, là. Ben si tu rentres, c'est trop frais, mais. Ben, si t'es une roue qui tourne, c'est qu'après ça, mettons, tu sèmes dans des conditions de misère ou pas adéquates. Après ça, tout le reste est comme ça. Tu arrives à l'automne, ben là, ben, tu vas récolter dans des conditions encore moins optimales. Puis là, ben, tu crées de la compaction, tu crées. Tu sais, à vouloir sauver des fois en pensant que tu as fait un bon coup, ben, non. Comme on dit, tu sèmes une fois par année. Ouais. Fait qu'en semaine, tu sais, c'est quoi les facteurs optimaux pour optimiser un semis, profondeur, profondeur, ça c'est. Première affaire, c'est de s'assurer que ton planteur est à l'ordre. Tu sais, il y a bien des gars qui l'ont sorti la semaine passée puis qui font comme OK, il faut que je commande mes pièces. Là. Fait que ça, c'est un peu le problème. C'est pour ça que les pièces qu'on a de la misère à avoir de plus en plus. Ouais, c'est ça. Fait que ça, c'est le premier. Mais tu sais, de s'assurer que notre planteur, nos disques, toute notre unité est ajustée convenablement puis qu'on est capable d'aller faire ça aussi. Nos disques d'engrais aussi, d'être sûr que ça marche. Ça, c'est la première affaire. Autre truc aussi, quand on met nos vis en graisse, arranger qu'il faire tourner du bon bord. Ouais, ça, on a entendu souvent, ça. Ça a l'air des œufs, mais t'es trop confiant, puis tu mets les vis, puis tu repars, puis finalement, tu te rends compte que ça coule pas. Puis fait que... Dan, il comprend pas. C'est parce que quand on les met à l'envers, les vis, ça coule au bout au lieu de couler dans les tuyaux. Fait que c'est ça. L'effet démarreur est pas là. Fait que ça te coûte pas cher d'engrais, mais à la fin de la... Ça coûte pas cher, mais tu en récoltes, c'est ça. Ça coûtera pas cher grand-chose. Fait que ça, c'est une affaire, on fait des jokes, mais c'est une affaire qu'on peut regarder. Mais après ça, c'est... Quand on va aller faire nos semis dans le champ, tu sais, prendre la profondeur de semis, il y en a qui vont dire, ben, je vais prendre ça dans ma cour puis l'essayer. Prends le temps dans le champ, rentre dans le champ, roule avec ton tracteur puis ton planteur parce que ta vitesse d'avancement fait en sorte que ton planteur a un effet de levier, veut pas, tu sais, il est pas statique, là, tu sais, quand tu rentres ton planteur, tu le descends, là, ben, tu roules pas. Fait en roulant, ben, des fois, ton planteur va chercher tu sais, c'est pas une grosse différence, mais, tu sais, on va avoir un semis de 2 pouces. Pourquoi qu'on veut 2 pouces dans le maïs? Ben, parce qu'on va tout le temps avoir une fluctuation entre 1 pouce et 3/4 puis 2 pouces. Tu sais, c'est là-dedans qu'on va tout le temps se promener, là, tu sais, tu vas avoir des conditions de semis impeccables, mais tu as toute une petite variation pareille. Fait que c'est ça. Parce que si on sème pas assez creux, on se remet avec des problèmes de verse à l'automne, des problèmes d'enracinement, tu sais, la chaleur, tu sais, veux pas aussi. L'autre affaire, c'est quand tu as des chocs thermiques, quand tu as des grosses inversions de température, moins que tu sèmes creux, plus que ton grain est exposé. Tu sais, le 2 pouces, c'est une importance là aussi. À l'inverse, si tu mets plus creux, ben là, tu vas développer, ton système racinaire va se développer, même tes premières feuilles vont se développer dans la terre plutôt qu'à te sortir. OK. Fait que c'est cet impact-là, tu dois avoir vu ça de temps en temps. On le voit, des fois, tu vois des champs, puis le gars, il a semé, ça arrive. Là, ça peut arriver. Puis l'autre chose aussi, c'est que dépendamment quand tu vas commencer dans ta journée, ben prends 5 minutes quand tu commences à semer, mettons, à 10 h le matin, puis tu es rendu à 6 h le soir, là, ben ça a séché aussi. Là.
Fait que tu peux prendre un 5 minutes pour aller vérifier, c'est sûr que ta profondeur de semi est... Tu sais, c'est toutes des petites affaires qui font qu'en bout de ligne, ben, tu vas avoir un semi qui va être égal toute la saison. Parce que ça a un impact sur ta levée, là. Tu sais, si ta levée n'est pas uniforme, ben, un plant de maïs qui a 2 feuilles de différence avec un autre, ben, l'autre, il va le considérer comme une mauvaise herbe, pis ça vient de faire perdre du rendement pas mal, là. Ça va faire de la compétition, puis lui qui a levé plus tard va juste faire un trognon. Puis il va siphonner de l'eau, il va te siphonner tout. Ouais. Puis, fait que non, c'est vraiment ça, tu sais, s'assurer qu'on a, comme je disais, on s'arrange notre planteur, il soit à l'ordre en partant. Après ça, ben, on va vraiment prendre notre profondeur de semi au champ. Ça prend pas un gros temps. Tu le fais, comme je te dis, tu roules, tu le checkes, puis, tu sais, checker dans la saison aussi. Puis, autre chose aussi, des fois, le gars qui a un planteur avec un vacuum, ben, ça marche avec la pression de l'air. Des fois, ben, en même temps, dans la journée, ça change, l'humidité change. Ouais. Des fois, juste aller rechecker ton vacuum. Tu sais, c'est vrai. C'est pas une grosse affaire, mais ça peut influencer. Le travail de sol, ça c'est important? Ben oui, puis c'est sûr, comme on n'est pas là pour prêcher aucune méthode de culture, c'est des raisons qui sont propres à chacune, mais ton travail de sol est important quand même parce que si tu fais comme du semi-direct, il faut que tu gères tes résidus. Fait que ton sol va se réchauffer plus tranquillement. Fait que là, il faut que tu passes tes tasses résidus. C'est des étapes à faire qu'il faut que tu prennes le temps de le faire aussi. Juste aller passer ton tasse résidus. Si c'est trop humide, ben tu vas tasser, puis tu vas en même temps, tu peux faire de la compaction, tu peux faire un peu de, pas de lissage, mais tu vas vraiment, tu sais, fait que pour des gars qui font rien du tout, ben, tu sais, on le voit, là, quand il y a des gros résidus au sol, là, ton émergence, ça peut être nuit. Puis encore une fois, quand tu as bien des résidus, puis tu sèmes là-dedans, ben si ton disque, ton unité de planteur, elle passe, puis elle sème dans le coton de l'airain, t'as pas ton taxol semence qui est là, ben cette graine-là, elle est pas viable à long terme. Tout à l'heure, on parlait de profondeur semi, c'est un peu le même principe avec ça. T'sais, si tu sèmes d'un coton puis tu sèmes d'un canne, ça va pas, à l'inverse aussi. Les gars qui vont faire un labo ou qui vont travailler à l'automne ou un chisel, puis qu'après ça, ils s'en vont au printemps, ben, des fois, c'est là qu'ils vont aller donner 2 coups de vibro, mais des fois, ils vont en donner 3 parce on va faire une plus belle finition, mais le 3e coup, il vient des fois plus pénaliser que d'autres choses parce que tu viens assécher ton sol incroyablement. Je pense que c'est l'année passée que maintenant on a eu une période de beau temps puis que les gars là, il aurait fallu qu'ils donnent juste un coup de vibro, ben ils ont allé à 2 pareil parce qu'ils voulaient défaire leur motte, mais ça l'a pénalisé en même temps parce que t'avais pas la bonne zone d'humidité. Là, si tu travailles ton terrain trop épais des fois, mais là tu sèches trop en profondeur. Oui, c'est ça. L'autre affaire aussi, c'est d'y aller des fois par séquence. Il y en a qui vont planter le vibro autant qu'ils vont être capables, puis ils vont dire on va en sortir. Ouais, mais ça donne rien. On va sortir de la roche. Ouais, mais on va se faire monter à la fraîche. Non, tu l'enlèves ta fraîche, tu sais. Fait que c'est vraiment là qu'il faut. Ça, c'est dur aussi, pour le producteur, puis de se raisonner à pas travailler trop creux, puis parce que tu vas se mettre à 2 pouces, fait que tu veux pas se travailler 4 pouces et demi de creux, là. Tu veux travailler, puis après ça, ta semence, tu veux que quand elle va se déposer, qu'elle soit dans un lit de semence qui est ferme en dessous, là. Fait que si tu démêles ça 4 pouces de creux tout le temps, 4 pouces et demi, 5 pouces, ben là, ta semence, elle descend. Là. Puis j'en entends encore plus parler et tout, dans les dernières années. C'est correct d'avoir tout des agrégats puis des mottes dans ton champ pour semer. T'es pas obligé d'avoir ça lisse à grandeur. Puis non, c'est ça, là. Tu sais, les machineries sont faites en conséquence que, tu sais, là, on a de plus en plus de travail minimum de sol, des Lemken de ce monde. Je dis Lemken, mais. Des chômeuses. Des déchaumeurs, merci pour le mot, des déchaumeuses, tu sais, mais ça, encore une fois, ça fait un Christ beau travail de sol, mais il faut savoir quand s'en servir. Tu sais, on parlait tantôt d'attendre. Une déchaumeuse, des fois, t'es mieux d'attendre une journée ou 2 de plus pour être sûr que quand tu vas travailler, tu feras pas l'effet lissage qui puisse passer en dessous, là. Tu sais, ouais, c'est une mode, là. Ben, en Europe, ça fait longtemps que c'est là, les déchaumeuses, mais ici, au Québec, c'est de plus en plus populaire, là, mais. C'est qu'on n'a pas les mêmes températures, là, tu sais. On dit, oui, ça chope les cotons de maïs, c'est le fun, là, tu sais. Ça fait une belle finition. Mais là, il y en a qui y en ont en tête on tosse le vibro, puis on passe juste ça. Non, c'est pas tout à fait ça, là. Non, c'est de laisser erreur un peu, puis il y a pas des types de sols qui fonctionnent pareil tout le temps non plus. Fait que ce que toi, tu vas faire chez vous, puis si je l'amène ça chez nous, ça veut pas dire que ça va être pareil. Fait que c'est pour ça que je te dis, il faut faire des affaires. Le gars qui décide qu'il vend tout son parc d'équipement puis qu'il s'achète juste une déchaumeuse puis avec ça, qui va être bon pour tout faire, c'est pas... C'est ça, c'est des tests. Là, tu le vois. C'est ça, tu fais des essais-erreurs. La mode, c'était du chisel, des rotobèches. Les gars passaient du chisel tout le temps. Il y en a qui s'en sont rendus compte que du chisel, ça marche pas chez eux. Il y a des conditions pour faire du chisel. Il faut que ce soit sec après du soya, ok, fine. Pour ça, tu vas aller dans l'argile, le gars, il va faire du maïs, puis pour faire du chisel après, tu sais, c'est de l'essai-erreur, comme je te dis. Ça coûte cher, des fois, faire de l'essai-erreur, parce que c'est ça. Alex, c'est ça. Comme tu dis, c'est une fois. C'est ça. Mais... Si tu semaines une 2e fois, c'est parce que t'as manqué ta chose. C'est ça qu'on veut. Ton rendement est déjà hypothéqué. Ouais, ton rendement est hypothéqué, ouais, un peu aussi. Puis il n'y a pas.
une année, ça peut être une machinerie qui est la bonne, l'autre année, ça veut pas dire. Puis tu parlais chez eux, ça sera pas la même façon que chez vous, mais même une terre une à côté de l'autre, ça sera pas nécessairement la même façon, il n'y a pas la même historique. Non, c'est ça, l'historique, tu l'as dit en même temps. Tu sais, tu vas avoir producteur A et producteur B qui ont la terre une à côté de l'autre, mais ils n'ont pas les mêmes rotations, ils n'ont pas les mêmes historiques de sol, dans le sens que l'autre, il y a eu des vaches avant, il y a eu ici, l'autre n'avait pas eu de gène d'air. Tu sais, fait que ton sol n'est pas le même, ta portance, ta matière organique, toute ta vie de sol n'est pas la même. Fait que ça a un gros impact après ça sur ton travail de sol que tu peux réaliser aussi. Ouais, c'est ça. À part les essais-erreurs, mettons, là, vous êtes là pour aider les agriculteurs, mais y a-t-il d'autres façons de savoir qu'est-ce qui est la bonne méthode pour leur champ? Ou... C'est une bonne question, ça. Mais tu sais, la bonne méthode, c'est d'y aller avec l'expérience qu'on va avoir aussi, puis c'est le parcours qu'on a qui fait que maintenant on est capable de conseiller le producteur aussi. Puis notre but, c'est pas de faire vivre les vendeurs de machinerie, je peux dire, ou les, tu sais, faut travailler avec ce que le gars y a là aussi, là, tu sais. Fait que c'est d'être créatif des fois, puis comme je te dis, on fait de l'essai-erreur, oui, puis c'est de se servir d'un producteur qui a, OK, j'ai déjà vu ça là, on est capable de l'adapter. Des fois, on l'a dit, on peut pas le faire copier-coller parce que ça donnera pas la même chose. Mais c'est vraiment des fois d'être créatif puis de s'inspirer des autres pour réussir à faire de quoi, là. Ouais, c'est ça. Puis il y a personne qui connaît mieux sa terre que le producteur, fait que c'est les infos qu'il faut que tu ailles chercher. Ouais, c'est ça, faut t'en poser des questions, là. Tu sais, quand t'es rep, faut que tu questionnes. C'est pas de challenger le producteur, puis c'est pas de le faire douter, ou c'est juste de comprendre ce qui se passe, puis après ça, ben c'est plus facile de prendre des décisions ensemble. De conseiller. Ouais, c'est ça. Remettre en question un peu aussi. Des fois, il est mindé d'une solution, puis il faut que tu essaies de le faire changer un peu pour son bien. Puis... Ouais, des fois, c'est... T'as beau dire que c'est pour son bien, mais lui, il ne pas ça de même. Ça a tout le temps marché de même, ça va c'est encore ça, marcher il y a cette mentalité-là aussi dans l'agriculture, surtout dans... Ben, je veux pas mettre des clauses d'âge, mais je veux dire, tu sais, surtout, mettons, quand on recule nos parents, bon, ben ils ont grandi sa ferme, ils ont tout le temps travaillé sa ferme, puis ils n'ont pas été voir d'autres choses. Comme que nous autres, avec les écoles, on a eu la chance d'aller faire des stages ailleurs. Fait que là, ben souvent, ben ce monde-là, comme, ben j'ai tout le temps fait ça, puis c'est de même, ça marche, puis ça marche. Mon grand-père faisait ça de même, c'est mon ça. père faisait ça de même. Mais... Ben, c'est des mentalités, c'est des façons de faire aussi, tu sais. Puis, en même temps, de l'essai-erreur, c'est bien beau, mais quand Alex dit, tu sais, ça coûte cher des fois quand tu fais une erreur que tu veux pas. Fait que le producteur, lui, des fois, il y en a qui n'ont pas envie de risquer, là. Tu sais, risquer une récolte, c'est comme, ouais, tu sais. Fait qu'ils sont confortables, les vieilles pantoufles. C'est ça. Des fois, c'est exactement ça. Puis il y en a d'autres que, tant qu'à changer, là, ils changent tout. Là, après ça, de voir qu'est-ce qui marche ou qu'est-ce qui marche pas, c'est compliqué parce qu'ils n'ont pas changé juste une variable. Exemple, le gars, il décide de partir d'un vibro à une déchaumeuse. Si en plus, il change son planteur, si en plus, il a changé de sa façon d'arroser, tu sais, s'il y a plein de facteurs qui changent son démarrage à partir d'un liquide, année, là, on peut pas tout mettre le doigt sur le bobo direct. Ouais, c'est ça. Il faut quand même... Puis là, tu dis ça, puis c'est carrément de même quand tu fais juste planter ton maïs. C'est tout le temps conseillé d'essayer une affaire à la fois. Quand tu t'ajustes une batteuse, c'est la même affaire. Tu ajustes une affaire, tu l'essayes, ça marche pas, t'en essayes une autre. C'est ça. À la place, parce que c'est ça, tu risques de te perdre dans tes méthodes. Puis de... Ouais, puis tu sais, des fois en agriculture, je comprends les gars qui font ça parce que c'est long avant que tu vois le résultat. Tu sais, toute la saison, tu sèmes au printemps, tu récoltes à l'automne. Avant de voir le résultat, l'année est passée, tu sautes à l'année suivante. Fait que des fois, il faut y aller une étape à la fois pareil. Là, mais... Fait que le maïs, on sème ça autour de 2 pouces. Ouais. Le pas soya, autour, on veut 2 pouces. On veut 2 pouces. On veut 2 pouces. Le soya, on sème ça. 1 pouce et demi, 1 pouce et demi, là. Puis le blé. 1 pouce. 1 pouce. Parfait. Blé, on parle du céréal en général. Ouais, céréal en général. Céréal en général. Merci, John, de me ramener. Non, mais... Parce qu'on avait une pensée pour Martin qui est en train de son blé. Puis, en fin de semaine, on en parlait un peu avant de commencer le podcast. Moi, en fin de semaine, j'ai patché mon blé d'automne. C'est quoi l'idée que tu as par rapport à ça? Ouais. Ben, ça, c'est moi, Alexandre Provost. Là, ça n'engage pas les crestutes, mais comme on a parlé un peu tantôt, tu sais, patcher son blé. Moi, je considère que du blé d'automne, avec le temps, je me suis rendu compte que c'est fort, puis ça veut t'aller, puis ça prend de la place, puis tu sais, ça en prend une méchante perte de population pour dire que t'auras rien pantoute. Puis là, tout à l'heure, tu m'as dit que t'avais patché un peu, puis j'ai fait tu sais, là, après ça, on est allé dans le fait de, ben, ta maturité va être la même, tu sais, non. Là, tu vas avoir un décalage de maturité. Là, tu as fait des spots dans le champ, OK, mais là, après ça, tu arrives pour récolter ça. Là, faut que tu laisses ces spots-là pour aller les récolter plus tard.
Toi, c'est une batteur, c'est une affaire. C'est un forfaitaire, tu sais, ça, c'est une autre problématique aussi. Ouais. Après ça, tu veux travailler dans le champ. Attends, là, il est pas prêt. Ouais, c'est ça. C'est juste des ronds pas prêts. Tu viendras me refaire dans 2 semaines. Bien sûr, ben oui, Ouais. je m'en viens. Là, il tombe 2 semaines. Il y a 3 heures qu'à faire pour Ouais, terminer. c'est ça. Fait qu'il va te dire de t'arranger, il va t'acheter une faux, puis il va te dire, ah ouais, il va faire tes stocks toi-même, il va t'arranger de même. Non, sérieusement. Puis, moi, là, comme je te disais tantôt, un des gros bémols que j'ai, c'est, ben là, on a une différence de maturité. Fait que là, notre blé d'automne qui va être prêt, ben notre blé de printemps, il sera pas. Fait que là, quand ça va être arrivé le temps de récolter, est-ce que notre blé d'automne, il va avoir commencé à germer? Il va faire quoi avec ça, là? Fait que, tu sais, tu vas avoir voulu essayer de sauver un peu faire un rendement, mais en bout de ligne, tu vas-tu l'avoir tant que ça? Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, après ça, ben, t'as le côté fumier, chaud, que, tu sais, travail de sol, engrais que tu vas vouloir mettre là. Il va falloir que t'attendes que t'aies fini C'est totalement. ça, puis à un moment donné, on le sera, c'est de même, là, on le sait, quand on est rendu autour de l'expo champ, ça remet tout le temps à mouiller. Ouais. Puis là, ben, la fenêtre que t'étais supposé de faire de quoi, ben, on l'a pas. Ouais, là, c'est tu sais. Fait que, Ouais. Puis, tu sais, tes stades pour appliquer des fongicides ou les arrosages d'herbicides aussi. ben, tes stades sont ça pas les arrive mêmes jamais exactement. égal. Là, tu sais, ton stade de fongicide que tu vas aller faire ça, là, tu vas faire ton blé d'automne, mais là, ton blé de printemps, il sera pas prêt. Ouais, c'est ça. Puis là, tu vas-tu rentrer dans tes traces pour refaire. T'sais, en même temps, tu vas te dire, ah, c'est juste des patchs, mais ce patch-là fait que si tu pognes un épisode de fusariose à côté, là, ben, le ressemi que tu as fait, Il va être affecté. il peut être affecté puis d'aplomb. Là. Fait Ouais, ça dépend bien des affaires. que, ouais, beaucoup ça dépend. Là, on parlait de variables puis tout, là, ben ça donnait un. Fait qu'en tout cas, comme je dis, moi, je suis pas friand de ça, mais il y en a qui le font. Il y a beaucoup de technologies dans toutes les semences, que ce soit le soya, le maïs, les céréales aussi. C'est quoi qui a fait que la technologie est arrivée dans les semences ou pourquoi que la technologie est là? Ben, dans le fond, les premiers OGM, les améliorations génétiques qui ont été apportées, c'est vraiment, ben, on a eu l'hybridation commencée dans le maïs. Ça a été probablement une grosse révolution à la base. Après ça, ben là, on était un bout avec du maïs conventionnel. Puis l'année, ben, il y a eu les premiers maïs BT qui sont arrivés pour le contrôle latéral. Ça a comme été quand même les premiers, si on veut, maïs OGM qui sont arrivés sur le marché. Pour ça, ben, on a eu le maïs Liberty, maïs Roundup qui sont arrivés. Soya Roundup, même chose. Fait que c'est de même, ça a commencé. C'était vraiment le but de faciliter la gestion d'herbicides, de contrôle des mauvaises herbes des producteurs, puis de la gestion des insectes aussi, parce que de la pyrale, on en voit moins qu'on en voyait avant. Mais tu sais, voir des champs que tout pétait l'automne, parce que la pyrale avait commencé à rentrer dans le... Ouais, c'est arrivé. Ça arrivait encore, là, tu sais. Fait que c'est sûr que c'est là que ça a commencé. Ça a fait des belles améliorations. On ne se fera pas de cachette, là. Ben, c'est ce qui a fait évoluer l'agriculture, qu'on a les rendements qu'on a aujourd'hui, je Ben pense. oui. Là. Vraiment, tu sais, juste avec l'arrivée du glyphosate sur le marché, là, ben, le stress d'arroser, tu sais, avant, quand on se met tout en prélevé, on arrosait tout en prélevé, mais là, avec le temps, on a commencé à développer des herbicides qui sont capables d'arroser. Mettons, on est capable de faire, mais ça 3 feuilles, 5 feuilles, 6 feuilles, tu sais, fait qu'il y a eu une évolution là-dedans aussi. Puis à un moment donné, le glyphosate est arrivé, puis là, ben, c'était révolutionnaire parce que tout mourait avec un seul produit. Mais là, l'autre problème, c'est qu'à utiliser un seul produit, ben, on crée des résistances. Là, Ouais, c'est ça. il y en a de plus en plus qui s'en viennent. Là, la première résistance de glyphosate au Canada a été répertoriée en 2009, 2009-2010. Ouais, c'est Fait que, ça a quand même pris Ça un fait bout. quand même, ouais. Mais si on le vit, là, Ouais. à cette heure, on a de l'herbe à poux qui est résistante au glyphosate, l'amarante tuberculée qui est rendu un des gros fléaux, de l'herbe à poux géante aussi. Il y a bien des affaires. Là, on parle de glyphosate, mais il y a d'autres. Puis, tu sais, les résistants, je pense que ça a fait apporter les nouvelles technologies comme les Enlist, les XtendFlex. Oui, ben c'est sûr que ça marché. aussi, ça a été une autre affaire de trouver un autre mode d'action à régler des problèmes. Maintenant, on parlait d'herbe à poux, justement, ou d'amarante tuberculée. C'est vraiment parce que le glyphosate ne fonctionne pas, on va aller chercher de quoi pour faire le ménage en bon français. Fait que, Tu peux-tu expliquer un peu c'est quoi? Ouais, c'est ce que je parce m'en que- allais Excuse, demander. Correct. Ouais, Brad l'a bien emmené, mais. ouais, mais non, mais tu as raison. Excuse-moi. Non, mais c'est ça. Tu as parlé d'Extendflex, tu as parlé d'Enlist. Il y a plusieurs, si on veut, traits ou résistance aux herbicides. On va commencer avec l'Extend. Du Extend, c'est ton soya, il est résistant au glyphosate. Puis il est aussi résistant au dicamba, qui est un groupe 4 d'herbicides. Fait que, en ça ensemble, ben, ça va te faire un herbicide qui va avoir un résiduel. Puis ton soya est capable de le prendre. Ça, c'est une technologie implantée dans la semence. Ouais. Ok. Fait que ça, c'est une des nouvelles technologies qu'on avait. On avait juste, mettons, une résistance au Roundup, au glyphosate. Là, on est rendu avec XtendFlex, c'est-à-dire qui était seulement, qui est dicamba avec ton Roundup. Ça, c'en est une. Là, Bayer a amené maintenant l'XtendFlex, qui est le résistance au 2,4-D. Pour 2,4-D, c'est le mot dicamba.
avec le gène aussi de résistance au glyphosate plus au Liberty glyphosinate. Fait que là, ça, c'est un autre patente qu'ils ont sur le marché. Puis, t'as Corteva qui ont eux autres le gène Enlist. Enlist, c'est résistance au glyphosate, résistance au Liberty et résistance au 2,4-D, qui est un autre groupe 4, qui est un autre mode d'action. Même si c'est deux groupes 4, ben, c'est pas la même façon, ils n'ont pas la même fonctionnalité dans la plante. C'est des hormones, mais ça se travaille pas de la même façon. Fait que c'est ça les technologies qu'ils ont sur le marché à l'heure actuelle. Okay. Il y a une autre belle technologie que vous avez, c'est les Soya WinPack. Veux-tu me dire un peu d'où que ça vient, cette idée-là? L'historique un peu aux États-Unis, je sais qu'ils en font pas mal. Oui. Soya WinPack, c'est un produit, ben, c'est pas une technologie, Ouais. mais c'est un concept. On va y aller comme ça, c'est un concept. Moyen. La façon que ça fonctionne, c'est qu'on prend deux variétés de soya avec des caractéristiques et des composantes différentes. Puis on va les mélanger ensemble à peu près à 50-50 dans la poche. Puis en faisant ça, on va faire un peu comme du taux variable dans le champ. Le soya, de par lui-même, il va se placer, si on veut, puis il va... exemple, dans mon champ, je passe d'un sol à une belle argile, à un sable, après ça, je tombe dans la terre noire. Tu sais, c'est très variable. Ben, mes deux variétés de soya, mes deux composantes dans ma poche, ben, où est-ce que je suis très, très, très fertile, ben, la variété qui est plus défensive, elle va moins s'exprimer. Fait que c'est la variété offensive qui va prendre le plus de place en faisant ça, plutôt que d'avoir, mettons, 170 000 plants à l'AUC qui sont tous offensifs, prêts à se battre pour pousser, ben je vais en avoir, mettons, mon 50% que lui, il va vraiment être là. Fait que je diminue mon risque de maladie parce que tu sais, tu vas avoir un plant qui va buissonner, qui va être vraiment plus gros. Mais plus que tu as de buissons, plus que tu as d'humidité qui va rester là, ben plus que tu peux avoir de maladies qui vont se mettre là-dedans aussi. À l'inverse, quand je vais arriver dans mon coteau de sable où c'est moins productif, ben là, ma variété, ma composante qui est plus défensive, elle, ben, elle va vraiment prendre plus de place parce que celle qui est plus performante, ben, elle sera peut-être pas capable de survivre autant dans ces conditions-là de sécheresse ou de chaleur. Fait que là, c'est ça. Fait que ça te fait vraiment une espèce de macramé dans le sens, je peux dire, là, que ça va vraiment, tu vois ça aller. Puis, aux États-Unis, c'est 70% de nos ventes de soya que c'est des soya WinPack. OK, fait que c'est récent, ça? Ça l'a 10 ans aux États-Unis, au Québec, au Canada, ça fait 3 ans qu'on l'a. OK. Ouais, fait que c'est vraiment un concept qui est différent. Nous, on veut vraiment y aller avec une façon de faire comme ça parce que notre but premier, c'est de faire évoluer le producteur pour qu'il y ait du rendement. Mm-hmm. Fait que on trouve que c'est une belle façon. Puis en faisant ça, le producteur n'a pas rien changé à peu près chez eux, à part d'acheter, mettons, nos soya, un gros-plan avec le WinPack. Puis il peut aller chercher à peu près un 250 kg à l'hectare de plus. 250 kg à l'hectare de plus dans le soya, c'est pas évident à aller chercher. Le soya à 600-700$. C'est ça. Fait que, tu le calcules, mais pas trop longtemps. C'est ça. Puis là, ça coûte pas plus cher à la poche. OK. C'est ça. Fait que c'est un nouveau concept. Puis on est vraiment fiers d'amener ça sur le marché. Puis on en a pas mal dans toutes les maturités. Puis aussi dans les traits génétiques. Parce que tout à l'heure, on parlait de traits génétiques. Là, ben, on a des Extend Flex, on a des Extend, puis on a des Enlist. OK. Fait qu'on s'arrange pour en avoir à peu près pour tous les goûts. Là. Fait que non, ça, c'est une belle réussite qu'on est content d'avoir amené. Ça n'a pas été facile parce que t'expliques à la CIA que tu vas mettre deux variétés dans la même poche puis que ça va être correct. Là. T'es comme pas trop content. Ben, qu'est-ce que vous mélangez, là? Ouais, c'est ça. Là. Fait que, mais non, mais finalement, ça a passé. Puis non, on est bien content de ce succès-là. Là. Ouais. C'est un beau produit que j'aime. Non, c'est ça. Ça fait différent. Ça mène une conversation qui est différente parce que là, tu vas vraiment au gars, regarde, même si ton champ n'est pas si pire que ça, ça va marcher pareil. Puis c'est vrai. Tu sais, les gars, pour qu'ils l'essayent, tu le sèmes, puis tu vois vraiment que... Ouais, si ça fait 10 ans qu'il est là aux États, ça marche. C'est ça. C'est ça. Tu peux pas bien mentir. Puis comme tu disais tout à l'heure, si le gars, il pogne la première poche à la palette, mais que tu le sèmes dans ce champ-là ou dans ce champ-là, mais ça va tout le temps bien se comporter. C'est ça. Un pose partout. C'est ça. C'est sûr que si tu as un champ, que c'est tout le même type de sol, que c'est super, super stable dans un bloc, ça sera pas optimisé. Là, tu n'auras peut-être pas l'optimisation d'un WinPack. Il va faire comme tout le reste. Sauf que c'est rare que tu as un champ qui est uniforme d'un bout à l'autre. Moi, pas chez nous. Fait que c'est ça. Fait que c'est un peu ça le concept de ça, mais on en sort. Puis, c'est sûr qu'avec tous ces belles avantages-là, t'es porté à acheter ça, mais comment qu'on choisit une semence, mettons, pour le producteur? Ouais. Ben, là, tu veux dire, mettons qu'on fait une recommandation de semence? Ou celui qui veut acheter de la semence, c'est... Ton choix du TM. Ben, c'est ça. Ça dépend aussi, premièrement, de la zone où on est. C'est le premier facteur, c'est t'es dans quel coin.
Après ça, ben, le producteur, tu vas y aller dans le maïs, ben, tu vas aller, on va aller chercher sa maturité. Mettons, on va prendre Alex. Chez eux, c'est à peu près du 2009 à... 2008 à 3000. C'est ça, 2008 à 3000. Fait que, Là, si on peut expliquer. ouais, c'est quoi? t'as raison, nous. Mettons, là, pour Dan. Ben, moi, je le sais, mais. Ah, ouais, tu sais, mais c'est pas grave, des unités thermiques, dans le fond, c'est une unité thermique maïs. C'est pour ça qu'on parle avec des zones dans des zones, comme à Saint-Pie ou skier, c'est 2009 environ, tu sais. Plus qu'on va vers le lac Champlain, on va aller chercher 2950, 3000. Okay. Plus qu'on va aller vers Québec, les cantons, on va descendre à du 2003, 2002, puis ainsi de suite. Fait que c'est ça. Fait que là, c'est la première affaire. Tu vas dans ta zone de maturité, puis là, c'est là que tu vas commencer à cibler vraiment ce que tu vas avoir. Tu sais, tu vas aller chercher 60% de ton stock que tu vas le mettre vraiment dans ton sweet spot, je peux me permettre, dans ta zone vraiment. Tu sais, comme là, chez eux, on irait chercher un 60% de 2009 environ. Là. Puis là, après ça, il peut aller se mettre du un peu plus hâtif, ou ce qu'il va aller chercher son 2008, il peut aller chercher, mettons, un 20% là. Puis il va aller se gâter dans du 3000, 3100, mettons, avec son autre 20%. Fait qu'en faisant ça, ben, il va autant risquer d'un que de l'autre. Puis plus tu vas haut en maturité, plus ton potentiel de rendement est supposé être élevé. Ah, c'est bon à savoir pourquoi qu'on fait ça. Là. Pourquoi prendre des risques? Ben, tu prends des risques parce que oui, ton potentiel de rendement est là. C'est vrai. Il y a des variétés quand même qui sont très performantes, même si sont plus hâtives. Mais c'est juste de répartir ton risque aussi parce que normalement, tu veux pas avoir une variété, ça ferme. Non, c'est ça. Tu sais, les producteurs qui sèment juste une variété, soit qu'ils n'en sèment pas grand, ou que, ouais, il y a ça aussi. C'est ça. Parce que normalement, tu veux répartir ton risque aussi. Tu sais, tout à l'heure, on parlait de nos réponses, que l'azote assis à ça, ben, tes champs, tu as des rotations, tu n'as pas le même type de sol. Fait que c'est là en même temps que ben, tu vas aller cibler telle affaire. J'ai un retour de soya ou j'ai un retour de prairie. Avec j'ai eu du fumier en masse, on va aller se mettre un hybride de maïs qu'on sait que ça va vraiment performer, qu'on s'en aller chercher le maximum de rendement versus que j'ai une taille de misère, on va aller avec un hybride un peu plus, un cheval de trait qu'on peut appeler ou un hybride un peu plus marginal, mais qui va quand même donner quelque chose d'intéressant vu ce que le sol a de l'air et ce que la fertilisation va y amener. Là. Parce que tu sais que même si tu y vas au maximum de la meilleure semence, ton argent est gaspillé pareil. C'est ça. La terre, elle n'a pas ce potentiel-là. Elle l'a pas. Puis, quand même que tu lui donnes tout l'amour que tu veux, il n'ira jamais le faire. Fait que c'est de là qu'à venir, comme je te dis, on revient encore à cet exemple-là. Tu sais, exemple, je sème un maïs, mais il y a une réponse à l'azote qui est basse. Il y a une réponse à la population qui est moyenne, puis j'ai une réponse au fongicide élevé. Fait que ce que je mets pas en surplus d'azote, je vais rester mettons à 180, 200, peut-être je vais pas monter à 250, mais je peux aller mettre un fongicide à la place de décider que je vais mettre du fongicide partout, c'est ça pareil. Okay. Oui, tu vas me dire, mais c'est de la gestion, mais c'est une gestion qui est efficace parce que c'est le même que tu vas faire de l'argent, c'est contrôler tes coûts, c'est contrôler tes opérations. Là, le one size fit all peut pas tout le temps fonctionner. Il n'y a pas une année qui est pareille aussi. Aussi, là. Ça fait 4 ans que je suis dans la représentation, puis ça fait 4 ans qu'on dit que c'est des années exceptionnelles. Là, fait que... exceptionnel à différents niveaux. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est pas exceptionnel de même. Non, c'est ça. Chaque fois, c'est wow, c'est surprenant. Fait que c'est de là répartir le risque aussi. On va pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Exactement. C'est comme dans tout, là. C'est pas juste... Ben, c'est comme dans tout, comme tu dis, ça a l'air niaiseux, mais tu vas, mettons, tu places ton argent. C'est ça. Tu placeras pas juste avec une affaire. Tu vas essayer de diversifier ton portefeuille. Ouais. C'est un peu ça que tu vas faire aussi. Même principe que quand tu vends tes récoltes, tu ne vends pas juste une fois dans l'année. Tu vas vendre, tu vas étaler tes ventes parce que tu vas aller chercher le maximum et te faire un prix moyen intéressant. Je pense que c'est un peu ça aussi que tu vas faire quand tu vas planter quand tu vas faire ta sélection de maïs ou de soya. C'est d'avoir une offre qui est intéressante, qui va aller avec ce que tu veux aussi. J'ai une question, moi, qui est quand même d'actualité. Les traitements de semences sur les semences. Oui. C'est quoi l'importance de ça? Qu'est-ce qui est leurs utilités au traitement de semences? Eh là là. Merci, Alex, de ta question. L'importance d'un traitement de semences, écoute, c'est un débat de tous les instants depuis 2-3 ans. Là, on le voit de plus en plus. Je vais rester dans le politique quand même correct. Là, on n'est pas là pour... j'ai quand même des logos sur mon chandail. Ça serait plate que lundi matin, j'aille un téléphone. Comme ça. Non, sérieusement, moi je le vois comme une assurance. C'est vraiment de t'assurer que tu sèmes, il est protégé, puis d'aller chercher le maximum. Tu sais, on parlait tantôt de qu'est-ce qu'on fait pour optimiser ça. Ben, le traitement de semences fait partie d'une de ces réussites-là, d'un facteur de réussite. Là. Quand on a lancé les traitements de semences, c'est sûr qu'on est loin de l'époque où c'était du DL, puis que là, c'est fait d'une autre façon. Il y avait un problème qui disait avec les néoniques, parfait, on est allé avec d'autres choses. OK. Mais de tout enlever ça, moi, j'ai beaucoup de misère avec ça parce que
les sols, on sème dans des conditions, des fois, que le sol n'est pas optimal, il y a des précipitations, tu sais, ça l'aide, ça, là, les insectes, tu sais, on amène des nématicides, on amène des... C'est toutes des affaires aussi, veut pas que le réchauffement climatique qui s'en vienne, tu sais, des nématicides, là, il y en avait pas besoin avant, puis à cette heure, ben, il y en a. On n'est pas rendu avec ça au Québec tout le temps encore, mais en Ontario, ça s'en vient un peu plus, là, tu sais, les nématodakis, là, ça a amené en Ontario, là, des champs qui meurent, là, parce qu'ils n'ont pas de traitement de semences, là. Le soya, ben, ça en est un exemple. Tu sais, t'as beau avoir les gènes dans la semence, mais ça prend aussi le traitement. Dans le maïs, même chose, c'est une assurance que tu vas te mettre d'être sûr de que une assurance t'apprend parce que c'est la journée que tu en as vraiment besoin, ben tu l'as. C'est vraiment ça. Je me rappelle à l'époque, on avait lancé les Soya Cruiser, là, ben, on voyait qu'il y avait une amélioration de rendement, on voyait qu'il y avait un effet de vigueur sur le plan, là, c'était aller chercher plus de rendement. Fait que, oui, il y en a qui vont faire comme c'est pas nécessaire parce qu'une année sur 4 ou 5, moi, je le vois comme une assurance d'être sûr que ce que tu mets, il va donner quelque chose. Ouais, puis tu sais, on parlait de température froide qui annonce dans les prochaines semaines. Ça fait partie des trucs à regarder. C'est ça. Ça a fait gros jaser, surtout à cause de les abeilles là, qui mouraient à cause des des néoniques. Les néoniques, ouais, je pense que tu le dis mieux que moi. Ouais, c'est ça a fait gros jaser, mais c'est ça. Il y a eu et tout une solution à ça. Bon, on va mettre la poudre de... la poudre de talc, changer les pans. Tu sais, ouais, c'est on apprend, puis tu sais, en même temps, l'industrie, je pense qu'on est quand même réactif, puis on travaille. C'est ça, il y a des actions qui se prennent. On va faire le parallèle, qui va peut-être être boiteux ou douteux, là, mais tu sais, l'usine là, en Abitibi, là, c'est la scierie, en tout cas l'alluminerie, là. Ouais. Ben, si là, on opère de même en agriculture, là. Le tabarnane. Hey, ça. Tu sais, c'est ça, des fois, je trouve ça vraiment fucké puis absurde parce que nous, on essaie d'être là, puis on travaille pour que ça soit moins pire, puis eux autres, ben, tu sais, ils ont des pauses là. Fait que j'ai un peu de misère avec ça des fois, mais c'est ça. Mais moi, pour revenir au traitement de semence, moi, je considère que c'est important. Il faut les garder, il faut les utiliser intelligemment. Ça, c'est vrai, tu sais, c'est pas d'en mettre partout tout le temps, mais moi, je considère que de mettre un traitement de semence sur une semence, c'est beaucoup moins pire que d'arroser des champs à grandeur parce que tu vas vouloir... Oui, les nouveaux insecticides sont mieux, plus sélectifs un peu, mais en même temps, ça reste quand même un insecticide que tu diffuses dans l'air versus ça semence. Ouais. T'as d'autres risques, t'as des risques humains aussi. Ben oui, t'as des risques humains beaucoup plus. Là, quand t'arroses ça, c'est l'été. On s'est entendu que le monde sont dehors. Fait que c'est tous ces facteurs-là qui font que après ça, les traitements de semences sont légers, oui. Ça vient aussi avec les qualités du sol, le travail de sol, les bandes riveraines. Les bandes riveraines, tout le monde veut cultiver jusqu'au maximum. Mais si les bandes riveraines seraient respectées, ben, il y en aurait moins de stock qui partirait aussi. C'est tous des petits... Des champs laissés à nu. C'est ça. C'est ça. Fait que c'est une question piège et pas piège, mais c'est un peu ça que j'en pense pareil. Je pense qu'on en a besoin. On fait des beaux efforts pour s'arranger, de rester, je pense, correct. Mais il ne faut pas enlever tout ça parce que ça va nous mettre beaucoup à risque. Non, c'est ça. Puis je pense que c'est un enjeu aussi, tu sais. Les lois vont changer dans les prochaines années. Ils ont déjà commencé à changer avec les néoniques qu'on a parlé. Il y a des herbicides qu'on a moins le droit d'utiliser. Je pense que ça va venir qu'à changer, mais il faut faire attention parce que des fois, c'est des trucs qui vont faire abaisser nos rendements ou nuire un peu à nos rendements. Puis si tout le monde sur la planète baisse leur rendement, à un moment donné, il y a de quoi qui ne marchera plus à quelque part. Oui, aussi. Puis l'autre chose, c'est que, tu sais, on compétitionne le reste du monde aussi avec nos rendements. Fait que s'ils nous enlèvent des avantages que les autres ont, ben on paye le même prix que les autres. Dans le sens qu'on est payé à la tonne le même prix. C'est la bourse de Chicago qui gère ça. Exactement. Fait que de décider de déshabiller. Nous autres, dans le fond, je donne l'exemple des habiller Pierre pour habiller Jean, mais là, on déshabille pas Pierre pour habiller Jean, on nous déshabille carrément. Ouais, c'est ça. Il y a une raison, je la comprends, mais il y a une façon de faire autrement, je pense, qui pourrait être mieux faite. Puis, tu dis bien, on le voit tout dans les épiceries, tu sais, un pot de framboise. Pourquoi le pot de framboise des États-Unis coûte moins cher que lui qui est fait au Québec? C'est parce qu'au Québec, on a plus de restrictions, plus de règlements, il y a des coûts qui s'engendrent à ça, puis que tu dis, les crimes, on va prendre ceux des États-Unis. Ouais, mais ça n'a pas été fait dans des conditions comme ici. La fraise au cœur blanc, là. C'est ça. Puis on en a parlé dans les épisodes précédents. Souvent, un produit va coûter plus cher ici. Mettons un produit bio ou sans intrants va coûter plus cher ici par rapport aux États-Unis ou les États-Unis, peu importe où dans le monde. Mais qui n'aura pas les mêmes normes de biologique que nous autres.
On en a parlé dans les épisodes précédents. Ça a fait réagir un peu. C'est ça avait fait réagir. Puis c'est là on consomme. C'est bien de consommer local pour savoir au moins ce qu'on consomme. Ouais, mais tu sais, c'est ça. Puis j'aurais encore à ça, je pense qu'on est capable de le faire d'une belle façon. Mm-hmm. Tu sais, on est loin des générations où ce que nos parents, nos grands-parents, ils faisaient ça d'une façon, puis ils en mettaient, puis tu sais, on a évolué. Je pense que le monde, on est conscient en tant que producteur aujourd'hui que ce qu'on fait, ça a une répercussion sur tout. On met plus de la marde au canon comme avant. Puis tu sais, c'est une mentalité, mais on peut pas taper sa tête de nos parents et nos arrière-grands-parents là-dessus. Tu sais, quand tu le sais pas. C'est ça, ils n'étaient pas formés, ils n'étaient pas informés. Nous autres, on est quand même, on change des affaires. Est-ce que ça change tout le temps positivement? Peut-être pas, il y a de l'essai-erreur encore une fois, mais il faut que et encore à ça, je pense qu'il faut que le monde agricole soit plus consulté que ça, plutôt que de prendre des décisions, puis après ça va être de même. Tu sais, il faut s'adapter. Là. Ouais. Super intéressant. Ouais. On va tirer vers la fin de l'entrevue qui est vraiment intéressante pour vrai. Là. C'est le fun. Moi, je reviendrai. Là. Je peux vous parler de scolaire, de municipal aussi. Moi, j'ai une question, une opinion personnelle. Toi, l'agriculture au Québec dans 20-30 ans, comment tu la vois à comparer d'aujourd'hui? L'agriculture dans 20-30 ans, comment je la vois? J'aimerais ça dire que dans mon pays de licorne, on va être... on va être respecté à nouveau, puis je l'explique jamais de la façon suivante. Tu vas dans l'Ouest canadien, l'agriculture, c'est big. Tu vas aux États, l'agriculture, c'est big. Quand t'es producteur, Quand t'as une reconnaissance, tu vas quand je suis allé l'année passée, on va à Saskatoon là, pour le travail. Tu sais, t'arrives à l'aéroport de Saskatoon, il y a un logo de Mosaïque à terre, tu sais, d'une compagnie d'engrais, tu sais, t'as un logo de la coop, tu sais, puis il y a la reconnaissance. Il y a de la reconnaissance, il y a un respect. Tu sais, nous autres, on fait les manchettes à tour de bras pour ci, pour ça, puis c'est jamais bon, tu sais. Je dis souvent cet exemple-là, c'est pas à faire une porte ouverte une fois par année de l'UPA avec Marie-Ève Janvier que ça nous donne. Non, mais c'est ça pareil. C'est vrai. Ouais. Les gens, ils nous voient une journée, là, c'est ça, tu sais. Non, c'est plus que ça. Tu sais, malheureusement, notre pouvoir de représentativité, il n'est pas aussi là qu'il a déjà été. Ouais. Tu sais, avant, tout le monde avait un nom de fermier. À cette heure, c'est plus connais-tu quelqu'un? Tu sais, c'est à peu près ça. Tu sais, fait que c'est malheureusement ça, mais je pense que notre agriculture, elle va rester comme elle est, dynamique, puis on est quand même inventif et créatif au Québec. Fait que on le voit, là, on développe des distilleries, on développe de la bière. Ça fait partie de notre agriculture, ça fait partie de qui on est. Fait que ça, je le vois encore qui va continuer. Le bout que j'ai peur, on a parlé la semaine passée, c'est la relève. Comment est-ce que ces gens-là peuvent s'intégrer? Comment on peut intéresser ces gens-là aussi à faire la job qu'Alex fait, que j'ai déjà faite, qu'on fait encore aujourd'hui. De ne pas décourager les gens à faire ça parce qu'on peut être perçu vraiment comme des vendeurs, des peddlers. Puis ça, c'est pas tout. On n'est pas là pour vendre du stock pour vendre du stock. On est là pour accompagner. Il faut qu'on se couche le soir, nous autres aussi. C'est ça. Je pense pas qu'on vend pour le fun. Non. Puis tu sais, au contraire, le producteur, il me voit pas arriver chez eux puis il dit « Yes, je vais acheter du stock pour des herbicides ou peu importe. » Des insecticides mettre chez nous. Hier, j'ai le goût de dépenser aujourd'hui. Je vais mettre ça chez nous. Non, c'est ça pareil. C'est pas un achat compulsif. Là. C'est pas comme t'acheter une paire de souliers ou même si t'en as. Ce que je veux dire, c'est que le producteur en a besoin parce que c'est ça qui va faire son revenu. Ça, je pense que si on vient à comment on va dans 20-30 ans, c'est avec nos jeunes d'être capable de les amener dans les écoles. Est-ce qu'on est capable de ramener une connaissance d'agriculture dans nos écoles aussi pour que les jeunes voient et comprennent de ce qu'il y en a? Si les jeunes comprennent qu'entre ce qu'ils mangent ici et au Québec versus, c'est sûr que quand tu compares un corso de fraises qu'on voit à l'épicerie cet hiver qui est fait dans des serres ici, écoute bien, là, à 8$ le corso, elles sont belles, là, mais... Il y a des choix à prendre. C'est ça, il y a des choix à faire, puis exactement, mais j'en reviens encore à ça, je pense qu'il faut y aller par l'éducation, il faut que les jeunes réalisent qu'est-ce qui se passe vraiment, puis que ça va revenir. Puis l'agriculture, dans le temps et tout, elle pesait l'eau au gouvernement. Ben oui, c'est ça. Qui a comparé d'aujourd'hui, tu sais. On est tellement peu d'agriculteurs ou... Mais tu sais, encore une fois, tu prends la carte du Québec, on est tous dans la vallée du Saint-Laurent, dans le fond, on reste tous là, puis l'agriculture est là en bonne partie. Fait que tu sais, c'est pas comme d'autres États-Unis où tu as plus grand, c'est ça, mais la méconnaissance est là malheureusement, puis je pense qu'il faut qu'on la corrige, cette façon de faire. Au Québec, c'est quoi? C'est les terres cultivées au Québec, c'est quoi? C'est 2%? Bon, aux États-Unis, c'est comme 40%, là, tu sais. Ah non, c'est fou, énorme, là. Fait que c'est ça. Mais non, je pense que notre agriculture va bien aller. Il faut juste qu'on soit fiers quand même, puis qu'on l'endosse, puis qu'on la défende d'une belle façon. T'sais, on défend notre langue,
Mais il faudrait qu'on défende l'agriculture de la même façon, je pense, personnellement. Super bonne réponse. C'est un peu pourquoi on essaie de... Ben, on fait un podcast, Ben on oui, essaie de parler puis de démystifier des fois des questions que les gens ont. Là. Ben oui, c'est correct de même aussi. Que Dan y a surtout. Ah, Dan. En parlant de communication avec le monde puis la population, j'ai entendu dire que ça n'avait pas passé la communication en radio. Ouais, ça ouais. Tu veux-tu nous conter cette anecdote? Oui, tu sais, dans la vie, il y a des animateurs de radio, des stations de radio qui invitent des gens, puis c'est comme une petite gang entre eux autres. On parle de. Puis bâcher contre l'agriculture industrielle, des fermes plus familiales aussi, ou ça. Puis ces gens-là, ils invitent des gens, mais c'est tous des gens qui se connaissent, mais ils ne connaissent pas le sujet de quel ils parlent. Ouais. Et ça donne, il y a 3-4 ans, de ça, 2, en tout cas, bref. Je m'en vais à une rencontre de journée de producteurs, puis j'écoute la radio et c'est Mme Isabelle Maréchal qui anime l'émission, puis là, il parle de glyphosate, puis ci, puis ça, puis j'appelle à la radio. J'ai réussi à avoir la ligne, puis là, ben, je commence à parler avec la recherchiste, puis là, ben, je me mets à jaser, puis à un moment donné, la fille, elle me dit, ouais, elle dit, ça avait l'air d'en savoir beaucoup, elle dit, qu'est-ce que vous faites? Fait que là, je donne mon métier, puis tout, ça l'a terminé là. Je n'ai pas eu de, tu sais, on aurait pu aller exprimer notre point de vue. Non, ça avait pas, ben, j'avais parlé, là, mais c'était comme, ça n'a pas passé. Ben, ça n'avait pas passé tant que ça, là, tu sais. Il n'y avait pas ouverture. Comme, oh, lui, il en sait trop, il est trop connaissant. C'est pas qu'il en sait trop, c'est ça, tu sais, en même temps, j'ai l'impression que... Ils avaient leur point de vue. Ils ont leur point de vue, puis, tu sais, c'est comme n'importe quoi, tu sais, il y a les anti-vaccins, il y a les anti... Tout le monde a le droit d'avoir ce qu'il a à faire, mais laisse l'ouverture aux autres. Tu sais, de pas parce que tu penses pas comme eux que, tu sais, on est des... C'est ça, malheureusement. C'était comme un débat, mais quand tu as des personnes juste d'un bord. Oui, c'est ça. Puis là, j'avais amené justement le point de, tu sais, vous voulez parler de l'agriculture biologique, c'est une affaire, mais j'ai dit que le producteur qui sort 6 fois dans le champ sarclé, qui dépense son fuel, c'est aussi écologique. Là, elle me dit c'est pas pareil. Effectivement, c'est pas pareil, mais tu sais, c'est ça. Fait que... Ça, c'est touché. Non, mais c'est ça. C'est un peu ça, cette anecdote-là, mais tu sais. Ouais. Fait que c'est là que j'ai appris à pas rappeler. Ouais, c'est ça. Sur un point un peu plus doux, je dirais. Oui. Mais essentiel. Mais très essentiel. Toi, es-tu plus frite ou pilé? Ça dépend avec quoi? En général. Mettons avec un steak. Ouais, là, tu me donnes pas. Frite ou pilé? Écoute, avec un steak. Je serais plus légumes. Ben, c'est des patates, c'est un légume. Ouais. OK. On va y aller avec des pilés. Des pilés. Parfait. Pourrait. Merci de ton honnêteté. Non, mais c'est vrai, des pilés, c'est bon. C'est réconfortant, des patates pilées. Ouais, c'est ça. Ben, c'est vrai. Ouais. Ben, merci beaucoup, Alex. Hey, ça m'a fait plaisir, pour vrai. Puis si vous avez d'autres questions, ça va me faire plaisir. Super intéressant. Ouais, on a appris beaucoup aujourd'hui. Plein d'affaires. Fait qu'on va te souhaiter une bonne saison de semaine. Ben, une saison. Saison complète qui commence. Exceptionnel. Ouais. Ben, merci de l'invitation. Puis. Ouais, merci beaucoup à toi. Yes. Plaisir. On se reparlera peut-être dans un prochain podcast. Ouais, tout le monde va s'en reparler d'ici là. J'espère. Ouais, super bonne entrevue avec Alex. Hein? Ouais, c'était excellent, très informatif. Très intéressant, ouais. On a appris beaucoup. Puis je pense que les gens à la maison aussi vont. Ouais. Ouais. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein? Tout le temps. Ouais. On va répondre du mieux de nos connaissances. Ouais. Non. Sinon, on répondra pas. Ou on va inviter un expert pour en parler. Ouais, tout le temps. Good. Hey, j'ai un petit jeu pour vous autres, vu qu'on est dans le temps des semences. Semences qui veut dire tracteur. Tourne de tracteur. Assis, Simon, tracteur. Fait que, ouais, le jeu, dans le fond, c'est que il va y avoir des tunes anglophones ou des tunes francophones, puis moi, je vais vous dire la traduction de tout ça. Il va falloir que vous devinez la tune. C'est bon? C'est bon. Martin il est là pour nous aider. Quoi? Il joue, qui a dit. Ok, il joue. Tu joues? Ouais, tu joues. On part. Première tune. Foin, c'est ce que je fais. Je fais beaucoup de foin pour un petit salaire, mais je suis fier de dire... Le Canadian Harvester, c'est Big Green Tractor? Non? T'es proche, là, mais t'as tout mélangé les mots. Ben, il y en a une non, c'est International Harvester. C'est ça. Exactement. Bien joué. Ça, c'est ton genre, Marie. But I'm proud to say I'm a God-fearing, hard-working combine driver, hogging up the road on my
Flower. L'avais-tu, toi, Marty? Ouais, j'ai pas la bonne marque, sauf. Ah, ok. Je savais qu'elle allait dire ça. La deuxième chanson, là, c'est une francophone, fait que je l'ai traduit. Ben, je l'ai traduit. Gogol l'a traduit en anglais. Gros indice. You shattered the wheel of my spreader. You don't want to milk the cow anymore. You let the land fall into neglect. Carmen Campagne. Non. C'est indur, Guylaine celle-là. Tanguay. Je vous ai pas aidé pendant tout. Non, puis. T'as une idée, toi, l'anglophone? C'est un bonhomme avec une grosse barbe, là. Il est avancé, il est âgé quand même. Une grosse barbe, là. Français. Ouais. Caillouche. Ouais, Caillouche. Cool. La chaîne de mon tracteur. Ah, ben oui. Ah! Bien joué. Je pensais. T'as cassé la chaîne de mon tracteur. T'as brisé la roue de mon étendeuse. Tu ne veux plus tirer les vaches. Tu laisses la terre s'abandonner. La troisième, c'est une anglophone traduite en français. Il est monté sur le château d'eau, se tenait sur le rail et il a peint un cœur de 10 pieds. Par une chaude nuit d'été, il a écrit Billy Bob and Charlene en lettres d'1 mètre de haut. Et toute la ville lui a dit qu'il aurait dû utiliser du rouge, mais ça avait l'air bien pour Charlene. C'est une tonne de Joe Diffie. C'est-tu John Deere Green? Ouais. Ah! Oh, ça! John Deere Green, on a hot summer night, he wrote Billy Bob loves Charlene, and met her 3 foot high, and the whole town said that he should have used red, but it looked good to Charlene. And John Deere Green. Il en reste un Il en autre? reste une. Ah, c'est ça. Là, si vous l'avez pas. Français traduit en anglais. We went to my place and when you saw the decorative dry cone husk bread, you said, I have one just like it. What's your sign? Oh, we both born in November. Recommence ça, man. I put a scarf on my head to imitate Angel Mama. Ça, c'est traduit un jour, non? You love so hard that you made a mess. Sweet memory of you. I'm at work and I'm thinking about that. Shania Twain. Sitting on my tractor, I think of you and me. Assis La sur la la mon la. tracteur, je pense à toi. Puis... C'est ça. On la connaît pas comme ça. Assis sur mon tracteur, je pense à toi et puis moi. La 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 la. Assis sur mon tracteur, je pense à toi. On facile en anglais. Assis sur mon tracteur, je pense à toi et puis moi. La 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 la. Tracteur assis sur mon toi et puis moi. Assis sur mon tracteur. Ouais, c'est pas facile. C'est pas facile de dire en anglais des paroles, c'est ça. À soit Pérus. Ah, puis j'ai. Tu sais, quand il dit assis sur toi, mon petit tracteur, puis tu sais, il arrête pas de changer les mots, là. J'ai pris ce bout-là, puis je l'ai mis sur le chat GPT, là, le traducteur, là. Il comprenait pas, il était pas capable de le traduire, ce bout-là. C'était clip. Ouais, beau petit jeu, pas facile de traduire Pas facile, les paroles. non. Moi puis mon Pas anglais. facile de deviner non plus. Ouais. L'anglais pas à point, mais c'était pas si pire. Non, moi, ouais. C'est encore à pratiquer mon anglais. C'est ça. C'est tout le temps la petite dernière tune du refrain qui nous faisait allumer. Ouais, la petite dernière phrase, là, ouais. Mais c'est ça, c'était des tunes de tracteur, là, parce qu'on s'en va là-dedans. Là. Ouais. Yes. Fait que, On arrive au mois de mai. on arrive au mois de mai. Qu'est-ce qui se passe? Des événements pour nous. Qu'est-ce qu'il y a à faire au mois de mai, ouais? Il y a quelques spectacles déjà au mois de mai dans la région de Montréal. Il y a Guylaine Tanguay qui est au 4 et 5 mai au Casino de Montréal. Ah Ouais. Il y a un Matling 18 mai au 10-30. Puis Blue Ridge Band, comme on a dit auparavant dans la saison, le 18 mai au Studio TD. Fait que si ça vous tente d'aller écouter de la bonne musique, je pense qu'il reste encore un peu de billets.
Mais faire vite. Après ça, on a la saison des courses sur terre battue qui débute pas mal au mois de mai. La plupart des pistes vont avoir fait leur premier programme ou vont faire leur premier programme. Ok. Fait que ça augure bien. On a du beau temps aussi. Fait que ça aide à préparer les pistes. Il y a la saison du rodéo aussi qui commence. Yes. Il y a 6 mai, le Ranch Gagnon, ça va être déjà son 3e événement cette année. Fait que, Ouais, ça commence début avril. Ouais, c'est ça. Fait que, il va y avoir le Ranch Gagnon le 6 mai, puis il va aussi avoir à Saint-Tite le 21 mai. Le rodéo d'été, ça? C'est ça, rodéo d'été à Saint-Tite. Il y a aussi une expo camion à Saint-Hyacinthe. Ouais, l'expo Cam qui s'en vient du 25 au 27 mai. C'est un assez gros événement. C'est plus de 250 exposants. Là. Pour les intéressés, les amoureux de camions, là, ça va être là. Pas mal d'affaires à faire au mois de mai. Là. Ben, ça débute bien l'été aussi. Ouais. Ça fait juste partir la saison. Yes. Fait que, ouais, en conclusion, ben, on veut remercier. Alex est parti, mais on veut le remercier encore. C'était super intéressant. Là. On a pris le temps de donner une chose là-dessus. Ouais. Exactement, en ce printemps précoce. Ouais. Wow. Merci à vous aussi, les auditeurs, encore de nous avoir écoutés. On s'abonne, petit pouce bleu, ça nous aide beaucoup. Yes. Merci beaucoup tout le monde et à la prochaine. Merci.